Bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette édition de ce jeudi 14 avril. Voici les titres. Après les élections présidentielles, nous serons à nouveau appelés aux urnes pour élire les députés pour les 5 prochaines années. Pour ce scrutin, le Rassemblement Les Républicains présente 2 candidats. Leur campagne a déjà débuté. Nous recevons ce soir Thierry Santa en conférence de presse ce matin à Koné. Il est candidat pour la 2e circonscription. Thierry Santa, bonsoir. Bon. Comment lutter contre les ravageurs ou encore mieux répondre à la demande des consommateurs? Ce matin, producteurs d'avocats, distributeurs et restaurateurs étaient tous réunis autour des scientifiques à la station de l'IAC à la fois. Leur objectif, échanger pour améliorer la filière. Petim revient sur scène après 10 années d'absence. Son leader Valérie Konechou, l'une des figures emblématiques du Kaneka, nous ouvre les portes de son univers. Un reportage à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, ce mouvement social au rond-point de Magenta, 35 employés de 3 sociétés d'ambulance manifestaient de nouveau contre leur direction depuis lundi. En cause, les retards répétés dans le versement des salaires. Après 4 jours de mobilisation sur le terrain, les salariés sont déterminés à se faire entendre. On écoute Doris Rivière, collaboratrice du secteur privé à la Fédération des fonctionnaires. Elle est interrogée par Michel Pimbé. Depuis des années, l'employeur a toujours tendance à payer les salaires sur 3 semaines. Ça reste comme ça en l'état. Donc maintenant, c'est plus possible. À ce jour, la situation n'est pas acceptée, admise, parce qu'on sait qu'il y a quand même des rentrées d'argent régulières de la part de la CAFAT, on va le dire, de l'aide médicale, des provinces. Donc c'est pas possible. Il faut revenir à la loi. Le 8 du mois, les salaires doivent être versés. Point barre. On a eu des réunions avec l'employeur assez souvent. Ça n'a jamais abouti parce qu'on a un des gérants qui ne se maîtrise pas dans ses propos. Ça, c'est un fait. Donc on n'en veut plus dans nos discussions. On a des réunions aussi de médiation avec la direction du travail, mais comme on ne veut plus de discussion avec un des gérants, ce matin, on a quitté la table là. Et contacter la direction n'a pas souhaité répondre à nos questions et demain, une rencontre devrait avoir lieu entre les différents acteurs concernés par cette affaire. Politique, à présent, l'intergroupe de l'Avenir en Confiance a éclaté ce mercredi. L'Avenir en Confiance, qui regroupait les différents mouvements de la droite, a décidé d'exclure les représentants des Républicains pour mieux comprendre les raisons d'un tel remaniement. Je vous propose de retrouver Mathurin Derel en direct de Nouméa. Mathurin Derel, bonsoir. Bonsoir Aurélie. Alors que faut-il comprendre de cette recomposition des groupes au sein du Congrès? Alors effectivement Aurélie, donc ça s'affaire dans les cuisines politiques. Donc le second tour de l'élection présidentielle arrive à grands pas, mais dans tous les esprits, ce sont les législatives. Avant même de savoir qui sera ou la prochaine présidente de la République française, donc les partis se mettent en ordre de marche pour faire barrage au Rassemblement national à l'Assemblée. Donc Emmanuel Macron est aujourd'hui crédité d'environ 50% des intentions de vote au second tour, mais il sait déjà en fait que ce sera extrêmement difficile pour lui d'acquérir une majorité comme ça a été le cas en 2017. Donc la recomposition des groupes au Congrès répond probablement à cette logique de parvenir à donner 2 députés clairement acquis à la cause d'Emmanuel Macron. Ces stratégies politiques ont bien du mal à être comprises par les militants non indépendantistes, d'autant que les indépendantistes ont affiché la volonté de présenter des candidats dans les 2 circonscriptions. Donc ce que les militants non indépendantistes ont bien du mal à comprendre et ce qu'ils voient, ce qu'ils observent avant tout, donc c'est le retour des divisions de la droite qui ont rongé la droite calédonienne pendant des années. Est-ce que cette tambouille politique servira à l'objectif de maintenir une Calédonie française? Il faudra attendre donc le début des discussions sur l'avenir institutionnel pour le savoir.
Mathieu Rinderel, merci pour ces explications. Alors, qui seront nos prochains représentants à l'Assemblée nationale? Dimanche 12 et 19 juin prochain, les Calédoniens sont appelés à élire un parlementaire dans 2 circonscriptions. Le scrutin permettra de renouveler les 577 députés qui siègent au Parlement Bourbon, qui auront pour mission d'élaborer et de voter les textes de loi. En lice, les candidats du Rassemblement, Virginie Ruffnac et Thierry Santa dans la 2e circonscription. Virginie Ruffnac qui lançait hier sa campagne et ce matin, c'était au tour de Thierry Santa à Coné de présenter sa suppléante, Vanessa Wachapo, une citoyenne de la société civile. Alors Thierry Santa est avec nous en plateau ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez effectivement choisi une personne de la société civile pour vous suppléer. Alors pourquoi ce choix? Alors d'abord, je profite de l'occasion pour remercier à nouveau Vanessa d'avoir accepté d'être ma suppléante. Vanessa, vous savez, c'est une fille calédonienne originaire des îles, mais qui depuis maintenant plus de 15 ans travaille sur Coné. Beaucoup de gens la connaissent. Elle a travaillé dans le secteur minier d'abord, maintenant dans le secteur bancaire. C'est une femme dynamique qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais surtout qui partage fondamentalement les mêmes valeurs que moi. Et donc c'est tout naturellement que j'ai pensé à elle en tant que suppléante. Vous l'avez dit, c'est une personne qui représente la société civile et vous le savez, c'est quelque chose moi auquel je tiens beaucoup et si vous le souhaitez, on en parlera. C'est peut-être une autre façon de faire de la politique justement que cette politique politicienne dont on vient d'entendre parler. Alors, lors des élections présidentielles, Valérie Pécresse a fait un score de 5,88% en Calédonie et n'a pas franchi la barre des 5% en France. Est-ce que cela ne prédit pas la fin du rassemblement Les Républicains ? Alors bien sûr que non. Je veux dire, l'échec, c'est un échec, il faut le reconnaître, de l'élection présidentielle, du premier tour des présidentielles de Valérie Pécresse, malgré, j'en suis convaincu encore, le programme très pertinent qu'elle a essayé de proposer aux Français et aux Calédoniens. Il n'y a pas eu cette étincelle qu'on doit avoir quand on veut être présidente ou de la République. Il faut qu'il y ait quelque chose de particulier, qui se crée un rapport en particulier qui se crée avec le peuple français. Visiblement, ça n'a pas été le cas, c'est une évidence. Maintenant, de là à penser que les Républicains vont disparaître, ou le Rassemblement Les Républicains ici vont disparaître, je suis convaincu du contraire. Ça reste une force politique puissante en métropole, en particulier au niveau local, dans les communes, dans les régions, dans les départements. Et ici, en Nouvelle-Calédonie, le Rassemblement Les Républicains est également une force historique, politique de la Nouvelle-Calédonie et continuera à exister quoi qu'il arrive. Alors maintenant, il y a cette division au sein de l'Avenir en confiance. Vous irez donc diviser aux élections législatives face à peut-être 2 candidats indépendantistes. Est-ce que les indépendantistes, c'est d'ailleurs ce qu'ils ont laissé entendre lors de leur congrès, alors est-ce que ce n'est pas perdu d'avance pour vous ? Bien sûr que non. Moi, ce que je peux peut-être dire concernant cette division dont vous parlez, moi je pense pas que ce soit une division au sens profond du terme des loyalistes. Quand même, je voudrais rappeler aux téléspectateurs qu'à l'époque, quand on a créé l'Avenir en confiance, on avait 2 objectifs. Le premier, c'était bien sûr constituer un regroupement des loyalistes face aux indépendantistes. On était à la veille du 2e et puis du 3e référendum. Et il y avait un 2e objectif aussi, c'était de permettre à la Calédonie de sortir de la politique mortifère qui était menée par Philippe Gomez. C'était ces 2 objectifs-là. Aujourd'hui, je ne comprends pas trop pourquoi nos collègues ont décidé de quitter le groupe. Ce que je crains, c'est qu'il y ait des pressions très fortes, parisiennes, pour créer cette majorité présidentielle, comme ils disent. Mais je ne pense pas que ça justifie de diviser à nouveau le camp loyaliste ici en Nouvelle-Calédonie à la veille des discussions que nous allons forcément avoir pour réfléchir à l'avenir de notre pays et pour nos enfants et nos petits-enfants. Justement, le groupe Les Loyalistes vous accuse de vous positionner seul et de manière prématurée aux législatives et surtout d'avoir cassé la dynamique unitaire de l'AEC de 2019. Alors, quelle sera à présent la marche de manœuvre pour les discussions sur l'avenir institutionnel ? Là aussi, il faut que les Calédoniens n'aient pas la mémoire courte. En 2017, on était dans la même configuration. Il y avait un indépendantiste candidat dans chacune des circonscriptions et plusieurs candidats loyalistes en face de lui. Et c'est normal. Moi, je considère que c'est normal. Ça s'appelle la démocratie. On a une élection devant nous à 2 tours. Et 2 tours, ça permet au premier tour à chacun de présenter aux Calédoniens sa vision de la Calédonie, sa méthode pour atteindre cet objectif de la belle Calédonie qu'on a en tête.
Et ensuite, au deuxième tour, les choses se font de telle manière qu'on se met en ordre de marche pour faire en sorte que ce ne soit pas un député indépendantiste qui soit élu. Ça, c'est notre méthode. Mais voilà, je veux dire, on est dans la même configuration. Ceux qui me critiquent aujourd'hui ont été les premiers à se présenter. Il faut juste s'en souvenir, en 2017, avant même l'élection présidentielle de 2017. Alors, est-ce que cela veut dire que vous irez seul face aux indépendantistes aux discussions ? Bien sûr que non. Moi, je ne suis pas fermé. Je considère qu'il faut avoir un respect des opinions et des positions de chacun. Et là, je crains qu'aujourd'hui, en Nouvelle-Calédonie, ce ne soit plus le cas. On a des querelles permanentes dans nos institutions, même au sein même des mêmes tendances, encore une fois. Les Calédoniens, ils en ont ras-le-bol de ça. Ils en ont véritablement ras-le-bol. Et nous sommes allés justement à la rencontre des Calédoniens. Je vous propose de poursuivre cet entretien après. Je vous propose de regarder ce micro-trottoir. Nous avons entendu le micro à ces Calédoniens pour savoir ce qu'ils pensent de cette politique. On écoute. Lors des dernières élections législatives en 2017, le taux de participation n'était que de 30% au premier tour, un chiffre faible et qui était en baisse comparé à 2012, où au premier tour, 46% des votants avaient fait le déplacement. Alors qu'en sera-t-il cette année ? Pour ces électeurs, sans aucun doute, ils iront voter le 12 juin. Oui, je me sens concernée, que les législatives sont importantes. Honnêtement, je vais aller voter, comme tout citoyen. Qu'est-ce que ça le résultat, mais il faut aller voter. J'ai toujours été voter, je trouve ça important. C'est un droit qu'on a acquis, surtout nous, les femmes. Et donc non, je vais certainement aller voter pour les législatives. Là, aujourd'hui, on est dans une société, on ne fait plus assez attention aux décisions qui sont prises pour nous. Donc là, il faut s'y intéresser, surtout vu les échéances qui arrivent. Mais pour les premiers votes, je n'ai pas voté parce que j'étais au champ. Mais là, c'est primordial pour nous, pour nous, pour le peuple. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais on va voir pour les députés à nous. Je veux pouvoir changer un petit peu le pouvoir qui risque d'être en place, que ce soit M. Macron ou Mme Le Pen. Ça changera vraiment quelque chose si on peut proposer des législatives qui sont complètement différentes. Émile et Josiane, quant à eux, ne se sentent pas concernés par ce scrutin. Législative ou présidentielle, moi, je boycotte tout. Vous êtes plus pour tout ce qui se passe localement ? Localement, oui. Je n'irai pas, ça ne me concerne pas. C'est toujours pareil. C'est législatif, je ne vais pas voter. Je ne me sens pas, voilà, je ne vais pas aller voter. Pour Laurent, Betty et Maggie, les choses sont un peu plus complexes. Comme les présidentielles, là, le 24 avril, tant qu'ils ne comptabilisent pas les blancs, je ne vote plus. Franchement, au niveau de la politique, je ne me pose pas trop de questions. Je ne m'investis pas trop, je ne m'y intéresse pas trop, je reconnais. Que ce soit en Calédonie ou en métropole. Et pourquoi ? Parce que j'estime que les temps où je m'y suis intéressée, on n'est pas écouté. Au moment où ils ont besoin de nous, ils viennent dans les tribus pour faire les propagandes, pour nous parler de leur projet et tout. Et une fois qu'ils sont assis sur leur trône, ils nous oublient, quoi. Alors du coup, maintenant, on ne croit plus rien, quoi. Voilà. Pour l'heure, il est difficile de dégager une tendance quant au comportement des Calédoniens le 12 juin prochain. Nous retrouvons Thierry Santa, candidat aux législatives pour la 2e circonscription. Alors, quelle est votre réaction à ces propos ? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça s'entend, les Calédoniens sont fatigués de ces querelles permanentes entre nous, entre indépendantistes, non-indépendantistes, au sein de chacun des camps respectifs. Ça suffit, il faut changer de politique. Et c'est vraiment ce à quoi je m'attache, moi, depuis déjà plusieurs mois. Je vais sur le terrain, je vais au contact des gens, je vais écouter les gens. On a mis en place des tables rondes citoyennes pour aller justement consulter la société civile sur sa vision de la Calédonie de demain. Et c'est comme ça que les choses doivent se faire. Et en partir de cette réflexion de la population, nous, les politiques, on doit s'en inspirer pour la réflexion qui doit être la nôtre sur l'organisation institutionnelle du pays. C'est de ça dont on doit parler le jour où on va se retrouver autour de la table. Et bien qu'on ait ce socle commun d'information, de connaissance, de cette volonté populaire de la Calédonie de demain, avec un développement économique, avec le règlement des problèmes de tous les jours des Calédoniens, parce que c'est de ça dont ils me parlent, leurs problèmes de fin de mois, le pouvoir d'achat, la vie chère, les problèmes du quotidien. Ils n'ont plus forcément envie d'entendre parler d'indépendance ou pas indépendance. Quand on a fait nos tables rondes, on a senti un fossé énorme entre ce que nous disaient les gens du terrain
toutes tendances politiques confondues. Il y avait vraiment de tout dans nos tables rondes. Et ce qu'on entend dans les débats, dans nos assemblées, au Congrès ou au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Qu'il faut changer la méthode, c'est ce à quoi nous sommes attachés, avec les valeurs qui sont les nôtres. Je l'ai dit tout à l'heure avec Vanessa, c'est ce que nous partageons fondamentalement, des valeurs républicaines en ce qui nous concerne, des valeurs océaniennes, mélanésiennes, on est des Français, mais des Français du Pacifique et de Nouvelle-Calédonie, nos valeurs chrétiennes, parce que la Calédonie est une terre chrétienne, même si je respecte toutes les autres religions, et des valeurs humanistes. C'est tout ça qui nous motive et qui, je l'espère, va permettre de nous faire élire en tant que députés pour porter ce message ensuite à Paris et surtout dans les discussions d'avenir pour la Nouvelle-Calédonie. Alors rapidement, Monsieur Santa, alors que diriez-vous aux Calédoniens pour les pousser à aller voter justement ? Les députés qui vont être élus là sont des députés de la Nouvelle-Calédonie. Il faut élire des personnes qui ont une seule chose en tête, c'est le bien de la Nouvelle-Calédonie. Demain, ces députés vont se retrouver autour de la table des négociations, où il y aura l'État d'un côté, qui aura ses propres intérêts, qui va défendre ses propres intérêts, les indépendantistes qui vont défendre leurs intérêts, et les non-indépendantistes. Il faut absolument que les députés qui seront autour de la table non-indépendantistes défendent les intérêts d'abord et avant tout de la Nouvelle-Calédonie et ne soient pas simplement des porte-paroles de l'État. Si vous voyez ce que je veux dire. Thierry Santa, merci d'avoir accepté notre invitation en plateau ce soir. Merci de l'invitation. Voici qui referme cette page politique. L'association citoyenne de Nouvelle-Calédonie appelle une nouvelle fois à manifester contre la vie chère devant le gouvernement samedi à partir de 9h. L'association pointe le manque de prise en compte de l'institution pour cette préoccupation majeure des Calédoniens dans un contexte de forte inflation. On écoute Florent Perrin, le président de l'association citoyenne. Le constat, c'est que la vie chère, elle continue, elle est de pire en pire. Et puis avec le problème conjoncturel de la crise en Ukraine, ça va être terrible dans le mois qui vient. Le carburant va augmenter encore au mois de mai, on nous a augmenté l'électricité. Et puis le caddie aujourd'hui, pour le même prix d'il y a quelques mois, il est à moitié plein. Donc c'est plus possible pour beaucoup de gens. Et je crois qu'il faut réagir. On n'entend pas du tout nos institutions parler de vie chère. Donc c'est à nous, la population, à venir demander à ce qu'on parle de la vie chère et que des mesures soient prises pour améliorer notre quotidien. Il y a eu des mesures de prise suite d'ailleurs aux manifs de 2012 ou 2013. Et puis depuis, tout est un peu en stand-by. On a même pu, au niveau du congrès, de commission vie chère, alors qu'il existait une commission vie chère. Et pourtant, c'est la première préoccupation des Calédoniens. Et si les pouvoirs publics n'ont pas encore annoncé de mesures spécifiques pour lutter contre la vie chère, le pétrolier Total a fait savoir qu'il ferait un effort. Une réduction de 10 francs par litre de carburant est pratiquée depuis le 7 mars et ce jusqu'au 15 mai prochain. 12 stations participent à cette opération de solidarité et la liste est disponible sur le site de Total NC. Dans le volet agriculture, alors que la saison des avocats bat son plein, la filière fait face à de nombreuses problématiques. Pour le producteur, la fertilité du sol ou encore les ravageurs sont une préoccupation majeure. Pour le restaurateur, la difficulté réside dans l'acheminement du fruit. Adapter l'offre à la demande, c'est l'objectif de la rencontre qui s'est déroulée ce matin à la station d'expérimentation de l'IAC à Pocreux. Autour de la table, des scientifiques et différents acteurs de la filière. Notre journaliste du centre a rencontré René, un producteur arrivé de Lifou. Des nouvelles saveurs pour compléter sa collection. René est un producteur de Lifou et s'est lancé depuis l'an dernier dans la production d'avocats. Pour l'instant, il plante 3 variétés dans son verger et compte se diversifier. Sur cette table sont exposées une quinzaine de variétés. Tous les acteurs de la filière ont pu goûter et échanger sur les préférences des acheteurs. Alors j'ai goûté celle Pernod qui est pas mal parce que bon en janvier elle est récoltée en janvier et d'autres qui sont plus gras, plus huileux et des formes aussi différentes qui sont plus grosses et donc plus en poids et le retour que j'ai eu tout à l'heure des besoins en commerce des gens qui veulent des clients donc il y a des espèces qui préfèrent plus que d'autres donc voilà et là la dégustation elle renforce en plus ce que je vais planter dans mon champ. En 1978, on comptait 54 variétés d'avocats. Aujourd'hui réduit de moitié, on en dénombre une trentaine. Les quantités du fruit produit localement, importé ou encore commercialisé varient chaque année.
Le vieillissement des avocatiers, comme n'importe quel arbre fruitier, met fin à la production ou la réduit. Selon des chiffres donnés par Arbofruits, en 2034, il risque d'avoir une légère diminution des avocats. Cette matinée permet aussi d'anticiper sur cette éventuelle baisse. Donc il faut replanter, mais que replanter? L'objectif aujourd'hui, c'était de savoir quelle variété on va replanter, suivant quelles caractéristiques, qu'est-ce que l'acheteur a besoin. Est-ce qu'il a besoin, par exemple, par rapport au calibre, par rapport à la couleur, par rapport à la texture. Voilà. On essaie de recueillir, c'est dans les statuts même de l'IFEL, de mieux caractériser la demande. Et donc ça va permettre de planter ceux dont a vraiment besoin l'acheteur. La majorité des producteurs présents débutent dans la filière. Pour les aider à faire face aux problématiques liées à la plantation, mais surtout aux ravageurs tels que la punaise des fruits, l'IAC, l'Institut agronomique néo-calédonien, est là pour les soutenir. Pour cultiver l'avocat sans impacter l'environnement, il est important de bien faire un diagnostic au départ des problèmes que vous allez avoir. Et ensuite, il existe des solutions qui sont adaptées à l'environnement qu'on a dans Nouvelle-Calédonie, qui est un environnement exceptionnel, il faut le dire. Des matinées comme celle-ci seront mises en place prochainement pour d'autres arbres fruitiers. Du chocolat avant l'heure. À Koné aujourd'hui, quelques petits privilégiés ont eu le plaisir de participer à une chasse aux œufs au centre commercial de Théari. Pour en trouver, les enfants devaient chercher des indices, le tout en musique, une activité animée par Guy Raguin aux platines. Nous avons suivi Kélia et ses amis, Océane Zobler. La chasse aux œufs, vous êtes dans le centre Théari, nous sommes dans deux magiques facs. On cherche les mots rouges. On a vu tous les mots rouges. Et en fait, après, vous les unissez, vous faites une phrase. Vous pouvez venir vous répondre si vous savez. On doit trouver les mots rouges. Après, on doit écrire sur un papier pour reconstituer une phrase. Déjà 2 mots de noter. En la couleur et quelle? Je crois qu'il en faut 5. Après quelques minutes, Kélia et Maëlle pensent avoir enfin trouvé. Quelle couleur? Et quelle couleur du lapin? Non. Quelle est la couleur du lapin? Mais pourquoi il y a 2 blancs alors? Comment ça, 2 blancs? Les filles ont pu trouver la phrase « Quelle est la couleur du lapin blanc ?» et ont gagné des œufs en chocolat. Et on vous donne plein de chocolat. Merci. Joyeuse Pâques. Et profitez bien du chocolat et arrêtez de vous faire arnaquer par les gens. On dit quoi? Merci. Ça se passe super bien. Les enfants, ils sont très contents. Ils sont très intelligents, très vifs. Et parfois, ils viennent un peu tristonnés. Ils repartent avec un beau sourire parce qu'ils ont gagné plein d'œufs de chocolat. En plus de la chasse aux œufs, d'autres activités ont été organisées pour l'occasion. Tour de magie avec Guy Raguin, maquillage ou encore coloriage, il y en a pour tous les goûts. Théari a voulu relancer les animations maintenant qu'on peut se permettre de faire à nouveau des animations. Un peu sur les chapeaux de roue, on fait les choses en grande pompe avec donc la montée de Guy Raguin. C'est un plaisir de l'avoir parce que déjà il est connu du grand public et également des enfants. Et bon, c'est vrai qu'il sait mettre l'ambiance, il sait animer, avoir un animateur et un DJ comme lui, c'est quand même une belle chance. Les enfants pourront encore participer aux ateliers demain jusqu'à midi. Et c'est officiel, Valérie Conecho est de retour sur la scène musicale, une nouvelle qui ravit son public après quelques années d'absence. Souvenez-vous, elle participait l'an dernier au concert Kaneka au féminin qui s'est déroulé au Move. Une nouvelle scène est prévue fin du mois pour l'artiste connue sous le nom de Betchim. Nous l'avons retrouvée chez elle à Koné pour recueillir ses impressions. Après 10 ans d'absence dans la musique, Valérie Conecho, la leader du groupe Betchim, est enfin de retour sur le devant de la scène pour le plus grand plaisir de son public. Nous l'avons retrouvée à Bako avec les mamans de la tribu, d'où elle est originaire de par sa mère.
Ben voilà, Célina, merci. La dernière fois, j'ai été te voir là-bas sur scène. C'est comme si voilà, tu n'as pas perdu ta voix. Et puis les messages aussi. Oui, les messages. Les messages, c'est manifestant, toujours d'actualité. Je ne vois plus la musique comme avant, comme faire amuser la galerie. Non, c'est faire dépasser des messages. Et je dis merci à vous, et maman, parce que à travers la musique, je me suis rendu compte que tout ce que je suis en train de donner, mais c'est tout ce que j'ai travaillé avec vous, ce que j'ai vécu avec vous. Tous les bonnes années. Tous les bonnes années. Et quand on chante, on pense à toi. Celle que tout le monde appelle Lina Akone aime revenir à la tribu, là où elle s'est fait un nom dans la musique Kaneka. C'est un endroit où ma maman elle a grandi avec ses frères et sœurs. C'est aussi un endroit où nous on passait beaucoup les vacances avec notre grand-mère. Valérie fait partie des premières femmes kanak à s'être fait une place à l'époque où le mouvement Kaneka était constitué essentiellement d'hommes. C'est mon petit frère. Moi c'est pas trop ma famille, c'est plutôt les autres personnes parce que j'ai reçu des critiques mal placées, des préjugés. Mais c'est des personnes qui ne me connaissaient pas. Hein. C'est normal, on va dire aussi à l'époque, parce qu'il n'y avait pas de femmes qui chantaient. Et même si les temps ont changé, le public, lui, est toujours au rendez-vous après tant d'années. Les gens ils sont contents de danser sur les chansons de Bétim, mais ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Et ma mission, c'était de partager et en même temps d'expliquer les chansons. Et j'ai pris le temps pour ça. Valérie Coneccio, que l'on aura le plaisir de recevoir demain à 18h30. Elle sera l'invitée de Mathieu Le Barbier dans votre émission Yes Weekend. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce soir. Je vous souhaite une belle soirée et à demain.